élément clé dans la vie, et cela m'a permis à la fois de rencontrer les personnes fondatrices du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris et d'être très vite sollicitée pour y participer. Donc ma vie de médiateur commence en 95 et à l'époque, je me souviendrai toujours de cette première réunion où je me suis retrouvée seule femme avec donc 15 ans de moins et que des messieurs à la retraite. Donc ça positionnait tout de suite la médiation comme étant l'apanage de personnes de grande expérience, ce que je ne revendiquais pas pour moi-même. Mais la médiation a commencé sur cette approche un petit peu brinque-ballante de conciliation, et essayer de faire transiger, de rapprocher les parties. Et vous allez le voir à travers ce qu'on va vous dire, non, la médiation, c'est vraiment un concept technique. Alors, pour juste poursuivre sur ma présentation, donc vous retiendrez que je suis médiatrice d'expérience, que je suis bien sûr avocate spécialiste dans le domaine des technologies, domaine dans lequel j'interviens depuis quasiment le début de ma vie professionnelle, donc dans tout ce qui est lié à l'informatique, l'internet, les médias, les télécommunications. Enfin, je suis passée par toutes les strates qui ont pu faire évoluer la société jusqu'à la société du numérique dans laquelle nous vivons. Et puis parallèlement à cela, j'ai eu une vie ordinale. Je vous ai dit que j'avais été membre du Conseil de l'Ordre et je me suis impliquée également dans différentes associations, commissions proches de l'Ordre, et j'ai été élue bâtonnière en 2010 pour prendre mes fonctions en 2012 et 2013. Donc j'ai terminé le 31 décembre et dans le cadre de mon bâtonnat, j'ai souhaité mieux expliquer au monde des avocats ce qu'était la médiation, l'intérêt de la médiation, d'où la création d'une école du barreau de la médiation, travail qui a été effectué par Michel Jodel à ma demande, puisqu'elle a été ma déléguée à la médiation. Et puis aussi, elle a piloté la commission extérieure de la médiation, la commission créée à l'ordre autour du thème de la médiation pour fédérer toutes les initiatives de la médiation. Donc je vais laisser Michel se présenter, puis je reprendrai la parole pour qu'on parle davantage de la médiation. Qu'est-ce que ça veut dire être bâtonnier ? Pardon ? Bâtonnier. Si moi je dis bâtonnier... Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, qu'est-ce que ça veut dire bâtonnier ? Je croyais que vous étiez en train de me dire, parce que c'est la question en boucle qu'on m'a posée pendant 2 ans, bâtonnière ou bâtonnier ? Non, c'est pas bâtonnier. Le bâtonnier, il est élu par l'ensemble des avocats du barreau de Paris pour diriger le barreau. Donc le barreau de Paris, ce sont 26 000 avocats, dont 53% de femmes. Nous avons franchi la barre des 50% pendant ma campagne, et donc c'est sous mon bâtonnat que nous avons grignoté des pourcentages en plus. Et en général, on me présente comme étant la 2e femme bâtonnier de l'histoire du barreau de Paris, et en général, on rajoute en 800 ans. Donc il faut ramener ça à ce que c'est, puisque la première femme avocate date de 1902. Oui, c'est ça. 1902, début, donc vous voyez, du XXe siècle, et que la première femme bâtonnière a été élue en 98 et 99. Voilà. Alors, comme j'aime bien être la première de quelque chose, je suis la première du XXIe siècle. Et alors, pour répondre complètement à votre question, le bâtonnier, il a 2 missions principales. La première, c'est bien sûr de gérer, piloter l'ordre sur la base d'un programme. Et dans mon programme, il y avait faire gagner du terrain à la médiation, mieux faire comprendre la médiation, régler toutes les questions, je dirais, administratives qui se posent et réagir à tous les problèmes qui peuvent se poser qui concernent la profession. Et la deuxième, c'est d'être garant pour le public, pour les justiciables, du respect de la déontologie par les avocats. Donc il y a toute une mission disciplinaire, ordinale pour le bâtonnier. Y a-t-il des avocats dans la salle ?
1, 2, 3, 4, des femmes. C'est bien. Donc voilà, et en général, eh bien, le bâtonnier est là pour apporter toutes les réponses assez disciple. Voilà. Et le bâtonnier a dans la tradition, il faut le savoir, il faut peut-être le rappeler, puisque au Moyen Âge, eh bien, c'était des prêtres qui œuvraient principalement pour apporter ce conseil et cette assistance. D'où la toge d'ailleurs. Et dans la tradition, comme bâtonnier, je me suis rendue à différentes rentrées solennelles à travers le monde, et je peux vous dire que l'un des moments les plus à la fois étonnants, symboliques et qui m'a beaucoup touchée, ça a été la messe rouge à Montréal, puisque pour la rentrée solennelle du barreau de Montréal, il y a une messe qui est prononcée, et j'ai découvert à cette occasion que assez tard, jusqu'à la Révolution, la messe rouge existait en France. Donc elle a été exportée au Canada, dans la partie francophone, bien sûr, et est restée comme une tradition. Donc il y a une magnifique messe qui fait partie intégrante de la rentrée solennelle. Et puis depuis la Révolution, vous le savez, nous sommes démarqués, et pour autant, alors c'est peut-être l'occasion de le dire, la médiation, et ça va faire partie de mon fil conducteur, me paraît tellement important que j'ai souhaité évoquer ce sujet avec le pape, le Très Saint-Père, et que la médiation a vocation, parce que c'est une vraie technique pour moi, il faudrait qu'elle soit que les prêtres se réapproprient les techniques de la médiation, qui peut être un vecteur, et peut-être qu'on va refermer la boucle, puisque prêtre et avocat mènent le même combat. Amen. Amen. Michel. Alors vous savez, les avocats sont très bavards, donc on peut partir dans toutes les directions que vous voulez. Donc je donne la parole à Michel. 3 minutes, vous allez voir, elle va en prendre 5, c'est toujours le jour. Et je reprendrai la parole. Tu es optimiste. Et je ferai mon introduction sur la médiation. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Michel Jodel, et en fait je devrais effectivement prendre moins de 5 minutes parce que mon parcours est beaucoup plus modeste. J'ai prêté serment d'avocat il y a un certain nombre d'années, en 1978, et j'ai toujours exercé ma profession d'avocat en associant le contentieux et le conseil. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai toujours plaidé dans le domaine du droit des affaires, du droit de l'entreprise, et je me suis toujours attachée, lorsque je faisais de plus en plus de conseils dans ce domaine, à garder le contact avec les juridictions, garder le contact avec les magistrats. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'école de l'humilité qui est absolument indispensable dans notre métier. Aller se frotter aux tribunaux pour savoir se remettre en question de façon perpétuelle, c'est absolument indispensable lorsque l'on fait du conseil, parce que quand on fait trop de conseils, vous le savez, on a des problèmes d'ego, parfois surdimensionnés. Donc, continuez à garder le contact, et ça je le dis pour nos jeunes confrères, continuez à garder le contact avec les juridictions, c'est quelque chose de très important pour bien faire notre métier. Alors si je vous raconte tout cela, c'est parce que lorsqu'on fait du conseil, on a l'impression de devenir naturellement la personne qui aide les clients à se rapprocher de l'autre partie, et on a l'impression tout simplement de faire de la médiation sans savoir qu'on en fait. Enfin, on a l'impression justement d'en faire alors qu'on n'en fait pas vraiment, et je me suis rendu compte, parce que c'était peut-être mon trait caractéristique, mon trait de caractère essentiel, je me suis rendu compte lorsque mes clients me demandaient d'essayer de trouver des solutions pour eux et pour l'autre partie, je me suis rendu compte qu'il me manquait une technique du rapprochement des points de vue entre les deux parties. Et cette technique, on ne la maîtrise véritablement que si on se forme à la médiation. Et c'est très important de se former à la médiation parce que
ce n'est pas du tout comme la négociation. La négociation, on peut en faire sans l'intervention d'un tiers. La négociation, on en fait toute la journée dans nos cabinets, vous en ferez toute la journée dans les entreprises dans lesquelles vous évoluerez, vous en faites toute la journée auprès de vos ouailles, mon père. On en fait toute la journée. On en fait toute la journée de la négociation, mais parfois ça bloque. Ça bloque tout simplement parce qu'on reste dans nos métiers, sur nos positions, on est convaincu d'avoir raison. On a parfois raison, on a souvent raison, on a toujours raison, mais on ne voit pas la raison pour laquelle l'autre partie défend avec autant d'enthousiasme et parfois d'agressivité sa propre position, sa propre posture. Et c'est seule l'intervention souvent d'un tiers qui est tout à fait neutre et impartial et indépendant par rapport à la cause des deux parties. C'est seule cette intervention qui peut aider les parties à renouer un dialogue. Donc tout cela, je ne vais pas déjà faire l'exposé que Madame Le Bâtonnier va faire dans un instant, mais tout ça pour vous expliquer que je faisais de la médiation sans le savoir à la demande de mes clients et que j'ai jugé indispensable de me former, de devenir médiateur il y a une petite dizaine d'années, car c'était le seul moyen de vraiment bien faire, bien mettre en place ce processus particulier qu'est la médiation. Donc aujourd'hui, je suis avocat, je continue à plaider, je continue à faire du conseil, à assister mes clients dans des négociations en face à face avec l'autre partie, et je suis également médiateur nommé par les juridictions, nommé par les parties qui conventionnellement veulent faire de la médiation, et je suis également avocat accompagnateur de mes clients en médiation, et ça c'est très très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de médiateurs qui trouvent un intérêt à se former, des anciens magistrats, des dirigeants d'entreprise, des RH, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des notaires, des huissiers de justice. C'est un phénomène d'ordre sociétal extraordinaire, tout le monde veut être médiateur. Seulement, il n'y a pas assez de dossiers qui vont en médiation. Et on est absolument convaincu, et ça c'est quelque chose qui a été défendu par Christiane Ferrell-Schulte dans sa campagne au bâtonnat, et c'était très courageux parce que ça allait contre la nature des avocats. Pour vous faire élire bâtonnier, il faut que vous expliquiez, je vais vous défendre pour développer votre rôle dans les contentieux. Et c'était très courageux de dire, mais je vais également vous expliquer que parfois on peut éviter le contentieux et on peut faire une médiation qui répond beaucoup mieux aux besoins de nos clients. Et nous, évidemment, en tant qu'avocats, notre objectif, en principe, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Et nos clients n'ont pas forcément besoin de faire 5, 6, 7 ou 8 ans de contentieux pour avoir une décision de justice qui ne correspond plus forcément à ses besoins au moment où ils voulaient assigner en justice l'autre partie. Les besoins de nos clients, c'est peut-être d'avoir en 3 mois une solution, du gagnant-gagnant, une solution qui permet de recréer un lien entre les deux parties et qui permet d'avoir satisfaction dans les meilleurs délais. Donc c'était courageux de prendre cet engagement, c'était courageux de se lancer dans la création de cette école de la médiation au barreau de Paris, qui consiste à apprendre, à familiariser les avocats avec le rôle qu'ils peuvent jouer dans la prescription de la médiation. Je vous disais, il y a trop de médiateurs, mais il n'y a pas assez d'affaires qui vont en médiation. Et si les avocats, comme d'autres intervenants de la société civile, s'intéressent à la médiation, il y aura de plus en plus de dossiers qui seront susceptibles d'aller en médiation. Et là, on aura besoin encore plus de médiateurs que l'on ne manquera pas de former pour pouvoir répondre à la demande. Donc les avocats ont un vrai rôle à jouer dans la prescription de la médiation, dans l'accompagnement de leurs clients dans la médiation, et c'est la raison pour laquelle le bâtonnier, et j'étais ravie de le faire, nous avons pu promouvoir la médiation au barreau de Paris, et ça commence à se développer. Voilà. Vous voyez, je vous avais prévenu. 5 minutes, elle a parlé 12 minutes. Non, pas 12.
Alors, ce que vient de dire Michel Jodel me fait penser que, effectivement, je vous l'ai dit, quand on se présente au bâtonnat, on a un programme. Et moi, j'avais notamment 2 éléments moteurs. Le premier, c'était, je voulais absolument démontrer que l'avocat pouvait être un acteur de la société du numérique, ma spécialité, forcément, qu'il y avait une formidable opportunité, que c'était une formidable occasion d'en faire un acteur de la société du numérique et qu'il y avait plein de choses à faire à ce niveau-là pour réduire aussi la fracture numérique. Et l'autre raison, c'était la médiation, pour les raisons qu'on va vous expliquer, qui m'apparaît complètement moteur et qui participe de la justice du XXIe siècle. Et alors, je vais vous raconter la petite anecdote. Dès que vous êtes en campagne, vous avez une équipe autour de vous. Alors en principe, ce sont des gens qui vous aiment bien, qui sont vos copains, que vous connaissez depuis longtemps. Et la première chose qu'ils vous disent, c'est d'abord de changer de coiffure, de changer de votre manière de parler, de vous habiller, etc. Donc ils vous expliquent tout ça. Donc au point que vous vous demandez si c'est bien vous qu'ils connaissez depuis un certain temps. Et puis tout de suite après, ils vous expliquent que il faut surtout pas leur parler de technologie aux avocats. M'ont-ils expliqué, ça va les ennuyer. Quant à la médiation, tu n'y penses pas, tu es en train de leur retirer le pain de la bouche. Voilà, c'est avec ça que j'ai démarré ma campagne. Ça n'empêche pas d'être élu, vous l'avez compris. Mais c'est vous dire qu'il y a plein d'idées préconçues et que c'est contre cela en particulier qu'il faut lutter. Pourquoi la médiation est quelque chose qui m'a beaucoup plu ? Je vous ai raconté que j'ai démarré donc avec des juges consulaires, anciens présidents de leur chambre judiciaire, qui avaient une vision de la justice et du rôle qu'ils pouvaient jouer. Vous savez que la conciliation existe devant les juridictions, il est possible d'arriver à des accords. Et c'est comme ça que j'ai fait du bricolage pendant, je vais dire, une dizaine d'années. Et c'est vrai que le terme médiation est très important parce qu'il est souvent mal utilisé. On va assez facilement parler de médiation alors qu'en fait il s'agit de conciliation, de transaction, de rapprochement des parties, de tentative de rapprochement. La médiation, c'est une technique, Michel l'a dit. Et moi, je ne l'ai compris que lorsque, je ne sais plus, on devait être dans les années 2000, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris m'a contacté en me disant « Écoutez, ça fait longtemps que vous êtes médiateur, mais vous n'avez jamais fait de formation et vous risquez de perdre votre titre parce qu'il faut faire une médiation. » Moi, je me suis... il faut faire une formation sur la médiation. Et moi, je me suis enveloppée dans ma petite dignité en disant mais comment moi, je fais de la médiation. D'ailleurs, je réussis mes médiations. Jamais. Et puis ils m'ont dit écoutez, acceptez au moins de faire une journée et demie. Normalement, il y a une semaine de formation. Minimum. Une semaine et demie, question de rappeler les principes, etc. Et en fait, donc j'ai accepté, comme vous l'avez compris, devinez. Et en fait, ça a été magique. Parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il y a le droit, et c'est très important, donc je m'adresse aux quelques avocates et futurs avocats qui sont dans la salle et tous les juristes qui s'y intéressent, le droit est très important et bien sûr apporte des solutions. Et puis il y a la dimension humaine et il y a la réalité de la vie. Et c'est quoi la réalité de la vie ? La réalité de la vie, c'est qu'on n'est pas tous d'accord au même moment sur les mêmes choses. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait la richesse des débats, c'est ce qui fait avancer les idées, c'est ce qui bouscule les comportements et qui fait avancer les choses. Donc c'est normal. Ensuite, vous avez les oppositions. Et les oppositions, c'est là qu'il peut y avoir deux vérités qui s'affrontent. Et c'est la difficulté des avocats, parce que souvent on dit aux avocats, vous plaidez une chose et son contraire le lendemain. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai facialement, parce qu'on prend des positions différentes. Mais c'est faux dans la mesure où il y a toujours une histoire humaine qui accompagne une situation. Et c'est cette vérité-là qu'il faut faire émerger.
Et c'est donc, et le plus difficile, vous savez, pour le juge, et je me dis qu'être juge est quelque chose d'extraordinairement difficile, ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire émerger une vérité par rapport à l'autre. Le plus souvent, vous êtes dans des entreprises, et forcément, les entreprises se disputent avec d'autres entreprises, forcément, il y a des salariés qui se disputent avec leur employeur, forcément, il y a des associés qui se disputent avec d'autres associés. C'est la vie. C'est la vie dans laquelle nous sommes et qui a toujours existé. Et la question est juste d'arriver à trouver les points d'équilibre. Et en fait, moi, ce que j'ai appris et que je vous livre, parce que c'est assez simple, la médiation, ça demande une semaine de formation, mais il faut savoir qu'il y a 3 étapes fondamentales. Il y a une première étape qui est d'être d'accord sur le désaccord. Ça paraît tout bête quand je dis ça, mais en fait, il faut parfois des heures et des heures pour arriver à faire en sorte que 2 parties vous disent quel est exactement le motif de leur désaccord. Ils vont vous broder des tas d'histoires autour qui n'ont rien à voir avec le cœur du problème parce qu'ils ne sont pas capables psychologiquement de l'exprimer. Donc ils vont exprimer des rancœurs, des comportements, des tas de choses. Mais le nœud du problème, eh bien, il va falloir un certain temps pour le faire émerger. Et puis à un moment donné, il y a un moment dans le rythme de la médiation, et ce qui est important dans la médiation, c'est que vous avez des respirations. Le médiateur, il vit au rythme des respirations des parties. Donc il y a ce moment magique où tout à coup, les deux sont d'accord lorsque vous dites « Ah mais en fait, le vrai problème, c'est ça ». Et là, ils vous disent « Oui ». Et ça, c'est déjà, je dirais pas 50% du chemin, mais on a fait un gros pas. Et puis, il y a une deuxième étape qui aussi est très importante, c'est le moment où vous n'avez plus 2 personnes qui vont vous regarder comme médiateur pour vous expliquer tout le mal qu'ils pensent de l'autre, ou leur histoire, c'est que tout à coup, ils vont se regarder. Et ce qui est important, et c'est la magie ici de la médiation, c'est que tout est important parce que vous avez des postures. Et les postures, les silences, j'y reviens, l'expression, le regard, une moue, mais tout ça, ça participe de la recherche de la vérité. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que la médiation permet de faire émerger une vérité commune. Et cette vérité commune, elle se fait par ces différentes étapes. Donc 1, on est d'accord sur le désaccord. 2, on se regarde. Donc le lien de dialogue s'est rétabli. Et 3, eh bien, c'est la capacité, et c'est ça le talent du médiateur, c'est la capacité que va avoir le médiateur de rebondir sur les suggestions de part et d'autre pour inventer une solution qui remet à niveau les 2 parties. Et l'exemple que je donne toujours, parce que cet exemple est très parlant. Pour moi, la vie, quand vous voulez comparer une situation à une situation la plus délicate à gérer, vous imaginez une réunion de copropriétaires. Une réunion de copropriétaires, mais je ne sais pas, ça fait vivre des choses terribles. Et si je rajoute qu'il y a des accords, alors vous vivez dans un lieu magique où il n'y a pas des ascenseurs, mais imaginez une copropriété qui parle d'une facture concernant la réparation d'un ascenseur. Mais c'est la guerre, c'est une guerre nucléaire quasiment, plus personne ne se parle. Il y a ceux du dernier étage qui ne veulent pas payer, ceux du premier étage qui vous expliquent qu'eux, ils montent à pied, qu'ils n'ont pas besoin de l'ascenseur. Et ça peut durer 30 ans, une histoire comme ça. Donc, la question est comment on répare cette situation ? Qui va payer ? Si on saisit le juge, il est saisi par quoi ? Il est saisi par la facture qu'il faut régler. Et qui va la régler ? Il y a donc un perdant et un gagnant, forcément. Il y a celui qui va devoir la payer, qui va perdre, et celui qui ne va pas avoir la payer, qui va gagner.
Eh bien, dans la médiation, il est possible d'identifier à un moment donné l'un des copropriétaires qui, lui, depuis 30 ans, rêve d'avoir le petit local au bout du couloir à titre de jouissance exclusive, et qui va dire « Moi, je vais payer la facture en contrepartie du droit de jouissance exclusif du petit bout de jardin ou du petit local au bout du jardin ou au bout du couloir. » Et là, vous avez 3 gagnants. Vous avez les copropriétaires qui ne voulaient pas payer, puisque la facture va être payée par quelqu'un d'autre. Vous avez les copropriétaires qui trouvaient que la facture était trop lourde, donc qui vont de toute façon pas payer. Enfin bref, vous avez de toute façon ceux qui ne voulaient pas et ceux qui voulaient mais pas le bon montant, etc. Ils vont être contents. Et vous avez le copropriétaire qui paye, qui lui aussi est content. Donc vous avez que des gens contents, et l'histoire se termine bien parce qu'ils fêtent tous maintenant, chaque année, la fête des copropriétaires jusqu'à la prochaine facture. Mais c'est ça la médiation. Vous voyez, c'est cette capacité-là. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, mais vous comprenez qu'on peut faire beaucoup plus de choses que devant un juge. Et ce que j'ai voulu essayer de démontrer en créant l'école de la médiation. Et l'année de la médiation, puisque j'ai fait de l'année 2013 l'année de la médiation, c'est que la médiation doit rentrer dans le périmètre d'intervention des avocats, pas uniquement comme médiateur, parce qu'il y a aussi cette capacité à donner des impulsions aux côtés de la partie qu'on défend. Hein. La médiation, c'est potentiellement pour l'avocat 3 places. C'est être à côté du demandeur, être à côté du défendeur et être à la place du médiateur. Mais pour tous les autres, qui ne sont pas avocats, donc qui sont les parties, eh bien c'est cette capacité-là à ne pas être en affrontement de vérité, mais en construction d'une vérité commune et d'une solution commune qui va permettre de rétablir une histoire. Alors dans l'entreprise, ça peut être évidemment la dénonciation d'un contrat assez violent qui met le chef d'entreprise dans une situation potentielle de déconfiture s'il perd ce contrat. Pour l'autre qui a des possibilités qui a perdu confiance, eh ben de rétablir la confiance, de renouer un contrat dans des conditions qui vont permettre peut-être de repartir dans une autre direction. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche à 99%. Alors bien sûr, il y a toujours l'exception qui fait que ça ne marchera pas. Mais il faut avoir vraiment bien intégré cette dimension qui fait sortir du droit, qui oblige finalement à revenir dans la vraie vie avec comme soutien le droit, à être proche des uns et des autres et de respecter les positions des uns et des autres, parce que ça c'est très important, c'est ce respect mutuel, parce que quand je vous disais ils se regardent à un moment donné, mais quand vous regardez l'autre, vous arrivez à lui faire comprendre, peut-être pas tout, mais vous faites des petits bouts de chemin, et ce sont ces petits bouts de chemin que l'on va retrouver. Alors moi, qu'est-ce que je voudrais faire de la médiation ? On présente souvent la médiation comme un mode alternative de règlement des litiges. Moi, je n'aime pas ça, parce qu'on dit c'est soit le judiciaire, soit la médiation. Et moi, je dis que la médiation, elle peut être ponctuelle. D'abord, elle doit être réfléchie et proposée en amont par l'avocat, au même titre que toutes les autres procédures. Quand vous allez voir un avocat et que vous lui dites je suis en litige avec mon employeur ou avec telle entreprise, l'avocat va vous dire il y a une procédure d'urgence, on peut faire ça, il faudra ensuite faire une procédure au fond ou parallèlement faire une procédure au fond, on peut prendre des mesures conservatoires, on peut faire ceci, cela, etc. Et moi je voudrais qu'il rajoute, on peut tenter une médiation, ou on peut essayer de régler ce problème-là par la médiation. Et c'est à ça que je voudrais arriver pour dire que la médiation, elle peut être partielle.
Prenez l'exemple, la médiation d'abord elle est partout, hein, vous l'avez en droit de la famille, vous l'avez dans les entreprises, vous l'avez j'ai parlé de la famille, en droit, vous pouvez l'avoir absolument dans tous les domaines. Et prenez l'exemple de la famille. Eh bien, rien n'empêche de dire que la médiation est très difficile pour un divorce violent. Très bien, laissons le juge prononcer le divorce, mais pourquoi ne pas confier à la médiation la garde des enfants, l'organisation des pensions, la discussion, parce qu'on peut rétablir les choses, parce qu'on aura réglé un problème difficile et que derrière, on va pouvoir régler des choses. Bon, je sais que c'est pas bien de parler de divorce ici, mais bon, c'est quand même la réalité des contentieux. Et qu'il y a aussi comme préoccupation de faire attention au sort des enfants qui sont malmenés dans tout ça. Donc la médiation apporte des solutions. Même chose dans la médiation internationale. Et l'une des raisons pour laquelle justement je suis allée voir le Très Saint-Père, c'est que je voudrais que la médiation permette de faire exécuter les décisions rendues par les juridictions confessionnelles. Parce que quand vous avez une juridiction confessionnelle, elle n'est pas nécessairement reconnue par le monde laïque. Et donc, il faut là-dessus créer les ponts et permettre d'avancer dans cette direction. Vous vouliez poser une question ? Juste sur le terme juridiction confessionnelle, comment ça s'articule justement avec... moi, je ne connais absolument pas du tout en droit, donc... Alors, ça peut être les décisions qui sont rendues, alors que ce soit... pardon ? L'officialité ou le... Non, c'est ça, par le droit canon. Oui, vous avez des décisions qui sont rendues en droit canon, vous avez aussi d'autres religions qui rendent des décisions, et donc vous avez des décisions qui sont rendues au regard d'une religion, mais qui ne vont jamais pouvoir être transposées dans la vie, qui ne vont pas être reconnues dans la société. Et ça arrive tous les jours aujourd'hui, parce que vous avez des décisions qui sont rendues dans d'autres pays, et les personnes arrivent, et il faut savoir qu'il y a une grande détresse. Parce qu'il y a une grande détresse des personnes qui attendent beaucoup de la justice. Parce que, encore une fois, la justice, c'est faire émerger une vérité, mais c'est aussi réparer. C'est la réparation. Et la réparation, elle n'est pas seulement financière. La réparation, c'est aussi arriver à entendre de l'autre ce qu'il est prêt à vous dire. C'est le pardon aussi. C'est je vous prie de m'excuser pour le comportement. Prenez la médiation pénale. La médiation pénale, pourquoi est-ce qu'on essaie de développer la médiation pénale ? C'est pour permettre pour des jeunes qui ne se comportent pas bien d'avoir la possibilité d'aller s'excuser et de modifier leur comportement. Donc, vous voyez, il y a des points de rapprochement qui permettent, en tous les cas, de s'inscrire dans l'œuvre de justice et d'éviter l'approche couperet de la justice traditionnelle. Oui, juste dans la médiation pénale, mais du coup, la loi s'applique quand même si, par exemple, les parties se mettent d'accord pour un pardon, une réconciliation. Quelle valeur ça a ensuite en droit ? Parce que le parquet peut très bien dire s'il y a eu un crime ou un délit très important. Bon, alors, on va exclure le crime, on va exclure les délits, on va exclure les choses graves, mais on parle par exemple de comportement d'insulte, de situation de vol, manquement dans un cadre de confiance, par exemple. Voilà. Donc, mais ça permet d'aider à réparer une les juges situation. ne voient pas ça comme un compétiteur. Non. Vous voyez ce que je veux dire parce que, Non. L'idée n'est pas d'exonérer de la sanction. L'idée est de permettre une forme de... C'est de permettre la réconciliation. On ne va pas... Ça participe de la réparation. Et là, un mot qui est très important dans la médiation pénale, effectivement, c'est la reconnaissance, ce qui est souvent
important pour une victime, évidemment de petites infractions, car la médiation, il y a un principe, que ce soit en pénal ou au civil ou commercial, elle ne peut jamais aller à l'encontre de l'ordre public. C'est pour ça qu'on n'oppose pas la médiation avec la justice et avec les juges. Ce n'est pas une déjudiciarisation, on reste sous le contrôle de la justice et de l'ordre public. Mais il y a des cas où effectivement il est préférable qu'il y ait une reconnaissance, que le pardon entre les deux parties sur le plan pénal, plutôt que un mois de prison avec sursis, un casier judiciaire qui commence à se remplir pour un jeune, et c'est pour ça que ça se développe dans les écoles, dans les quartiers difficiles, mais sous le contrôle des magistrats et du parquet. Alors, je vais terminer très rapidement pour passer la parole à Michel. Ce qui me paraissait vraiment important, c'était simplement de vous dire que le réflexe médiation va permettre, notamment au sein de l'entreprise, dans des situations par exemple de conflits sociaux à l'intérieur de l'entreprise ou de désaccords très forts avec une équipe et la direction, peu importe, de rétablir le dialogue pour permettre de repartir. Parce qu'on sait qu'au sein de l'entreprise, si ça se termine devant le juge, il y a une cassure. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est éviter le sentiment d'échec. Et alors que la médiation peut permettre de finalement, à partir d'un désaccord qui encore une fois est normal, d'être en désaccord, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans la société dans laquelle nous sommes et qui participe de la vie de société. Mais c'est comment sortir grandi de tout cela et comment faire en sorte de pouvoir continuer à avancer. Et de ce côté-là, vraiment, la médiation a cette magie. Et si vous retenez que la médiation peut être partielle, peut intervenir ponctuellement, peut intervenir en totalité, alors vous aurez compris que la médiation, c'est une recette, et c'est une recette du XXIe siècle, qui peut permettre de vraiment faire œuvre de justice et de le faire ensemble. Voilà. Michel, peut-être qu'il y a des questions dans la salle à ce stade qui nous permettront peut-être d'ailleurs de rebondir. Je prendrai volontiers la parole sur les sujets sur lesquels... Non, tu ne veux pas donner un exemple, un ou deux exemples de société, juste parce que je crois que j'avais laissé les exemples pour... D'accord. Okay. Alors effectivement... comme cela vient de vous être expliqué, la médiation s'adapte à toutes les questions de droit qui se présentent. Donc ça peut intéresser le droit immobilier, le droit du travail, le droit commercial. Et pour les sujets de harcèlement qui, comme vous le savez, sont de plus en plus présents dans l'entreprise, la médiation est un outil qui fonctionne très bien. Pour les problèmes de droit commercial, d'exécution et rupture d'un contrat commercial, ça fonctionne fort bien. Et je peux effectivement commencer par vous donner un exemple sur ce terrain du droit commercial. J'ai été nommé médiateur récemment dans un dossier dans lequel il y avait une petite entreprise de fabrication et commercialisation de t-shirts. Toute petite entreprise qui fonctionnait à l'artisanal avec un patron. Le créateur de cette entreprise est un monsieur très, très dynamique et très courageux qui travaille pratiquement seul et qui faisait vraiment des produits de bonne qualité. Il a développé son entreprise, alors en sous-traitant pour la fabrication, mais il avait une licence de marque et il était bien situé dans une ville de province et son entreprise s'est très bien développée. Il a fait rentrer un jour dans son entreprise un jeune sous contrat d'alternance, de professionnalisation, et ce jeune homme, l'actionnaire, le dirigeant, s'est vraiment pris d'affection et a formé ce jeune homme de façon extrêmement paternelle. Donc il y a un lien très fort qui s'est créé au sein de ce binôme.
Et le jeune est devenu, a été tellement bien formé, avec toute l'affection et le paternalisme nécessaires pour le mettre en confiance. Il a été tellement bien formé qu'il est devenu un commercial hors pair qui n'avait qu'une envie, c'est de développer, produire des nouveaux produits beaucoup plus adaptés au modernisme de la vie qu'il vit, qui évolue. Bon. Jusqu'au jour où son formateur s'est rendu compte qu'il y avait commençait à y avoir une petite concurrence entre eux. Le jeune ayant des projets pour le développement de l'entreprise. Alors en plus, l'actionnaire fondateur lui avait donné 1 ou 2 actions, enfin lui avait permis de rentrer un petit peu dans le capital social, donc il s'était vraiment investi pleinement. Et le jeune donc qui voulait commencer à prendre du pouvoir et des initiatives a fini par se rentrer en conflit avec son employeur, père, formateur, etc. À telle enseigne qu'ils ne se sont pas compris, ils ne sont pas arrivés à se parler, à régler le problème. Et le jeune finit par partir en disant « mais c'est pas possible, vous ne me laissez pas le moyen de m'exprimer et d'exécuter convenablement mon contrat. Je m'en vais et je vais m'installer comme par hasard juste en face pour faire la même chose, mais en développant le nouveau produit que son patron n'avait pas voulu favoriser. » Alors évidemment, il y avait quand même un peu de droit là-dedans, puisqu'il y avait une clause de non-concurrence dans le contrat du jeune homme, mais elle n'était pas extrêmement bien rédigée, donc on ne savait pas exactement ce qui allait se passer devant les tribunaux. Mais mettez-vous à la place, d'abord, de l'employeur actionnaire qui s'était complètement investi, il avait l'impression d'avoir tout donné, donc il s'est vraiment considéré comme trahi, trompé, ça a été terrible, hein, vraiment affecté gravement. Et de l'autre côté, ce jeune qui se sentait également non reconnu, non compris, parce qu'il ne voulait pas du tout piquer la place de l'autre, il voulait juste permettre un développement qui serait à l'avantage des deux. Donc, le monsieur à l'origine de l'entreprise, évidemment, est allé voir un avocat. Et il lui a dit, bon, écoutez, c'est absolument épouvantable ce qui m'arrive. Voilà, je vous donne, j'ai 7 pièces, parce que c'était un peu écrit, évidemment. Il commençait à s'envoyer des noms d'oiseaux. Enfin, la polémique prenait une certaine ampleur. Donc, ce monsieur va voir son avocat et lui dit, écoutez, maître, c'est épouvantable, c'est la trahison totale. Voilà, je vous laisse le dossier. Vous me faites une assignation là, dans la nuit, un truc d'heure à heure, un truc urgentissime. Il faut absolument interdiction d'exploiter en face de moi, parce qu'on pensait, en plus, il me nargue, il va me piquer des clients, il me nargue, enfin bon. Et je vais demander évidemment des dommages-intérêts, parce que c'est tout à fait honteux la façon dont il se comporte. Alors, un avocat qui aurait été formé à l'école de la médiation du barreau de Paris aurait eu un rôle extrêmement difficile à jouer lorsqu'il est avec ce monsieur. On peut le comprendre quand même, son amertume, sa colère, etc., etc. Et on pourrait, en tant qu'avocat, pas très responsable, n'appliquant pas complètement son éthique professionnelle, il pourrait se dire, génial, l'avocat il est génial, j'ai un dossier, là, si tout va bien, ça va durer 5-6 ans, on va commencer par une procédure d'urgence, après on ira au fond, il y aura du commercial, il y aura des tas de choses, mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt ? Là, on s'arrête un moment sur quel est l'intérêt de ce monsieur qui vient vous confier son sujet. C'est quoi son intérêt ? C'est uniquement se venger et punir ? Ou bien est-ce que c'est pouvoir continuer à développer son entreprise, éventuellement se réconcilier avec ce jeune homme qu'il considère vraiment comme son fils, éventuellement également, si on arrive à le convaincre de l'intérêt de développer de nouveaux produits, effectivement élargir la gamme de ces produits qu'il va exploiter. On peut même aller plus loin,
préparer sa succession, parce que c'est un monsieur qui a un certain âge, qui n'a pas d'enfant, bon, donc éventuellement la transmission du capital. Bon, donc il y a des tas de besoins, de valeurs qui ne seront pas du tout exprimés dans l'assignation que l'avocat peu consciencieux et peu professionnel pourrait rédiger en 3 minutes en disant voilà, il y a un contrat, une clause de non-concurrence. Bon. Donc la médiation, voilà, c'est cela. Si un médiateur, donc si l'avocat arrive à convaincre d'abord, ce qui n'est pas forcément facile dans le cas que je viens de vous résumer, si l'avocat arrive à convaincre et à amener d'ailleurs son client à comprendre que dans ce dossier qu'il vous expose, il y a toute la partie visible d'un iceberg, c'est-à-dire le litige, c'est-à-dire le type qui n'a pas respecté la clause de non-concurrence, qui s'est installé en face, qui est parti avec la clientèle, qui va détourner la clientèle, etc. Mais il y a toute la partie cachée de l'iceberg, qui, elle, est le fondement de la médiation, c'est-à-dire les intérêts, les préoccupations, les valeurs, le besoin de reconnaissance, ce côté paternel des relations qui ont été développées, l'investissement que ce monsieur a donné. Tout ça, vous n'allez pas le raconter au juge lorsque vous allez faire votre assignation. Le juge ne va pas voir les parties, il va lire les écritures que les avocats auront échangées. Donc toutes ces choses cachées ne sont pas échangées dans le cadre d'un contentieux, alors qu'elles vont pouvoir être échangées grâce au questionnement qui va être établi par le médiateur entre les deux parties qui, effectivement, au début ne se regarderont pas et d'un coup échangeront un regard et comprendront, arriveront à cet accord sur le désaccord. Et dans notre cas, ce sera quoi ? Si on arrive à les refaire parler, on arrivera à faire reconnaître à l'actionnaire employeur qu'il a effectivement formé ce jeune, mais que ce jeune s'est formidablement investi, qu'il est doué dans le commercial, qu'il bosse sans compter ses heures, donc qu'il était vraiment un salarié modèle. Du côté le jeune, il va reconnaître que ce monsieur lui a donné une chance à l'occasion de ce contrat d'alternance, lui a fait confiance, lui a donné une formation également beaucoup plus importante que la formation moyenne que pourrait donner n'importe quel employeur à son salarié, lui a offert des actions dans son entreprise. Donc ils se sont vraiment donnés réciproquement énormément l'un l'autre. Et il y a surtout un problème de communication qui a fait défaut dans ce dossier. Parce le jeune n'arrivait pas à expliquer à son père spirituel qu'il avait envie de prendre des responsabilités, qu'il était convaincu qu'il avait fait une étude de marché qui montrait que le t-shirt le produit qu'il voulait développer allait se vendre. Il n'est pas arrivé à lui dire mais il faut que vous me donniez plus d'autonomie, vous m'avez formé, c'est formidable, je vous en sais gré, je suis vraiment très reconnaissant, mais laissez-moi un petit peu. Ils ne se sont pas parlé tout simplement. Et ça, se parler, ce sera possible que autour de la table, avec l'aide de ce médiateur qui arrivera à poser les questions ouvertes qui permettront que les parties se disent ce qu'elles ont vraiment à se dire et qu'elles se comprennent et qu'elles reconnaissent la posture et la position de chacun en fonction de toute cette partie cachée de l'iceberg que je vous ai exposée. Alors là, le résultat de cette médiation, puisqu'elle a été positive, c'est que effectivement le dialogue est né. L'employeur n'imaginait même pas que ce jeune se sentait complètement étouffé. Il a reconnu ce monsieur
toute la valeur, il l'a reconnue, il lui a sans doute jamais dit au quotidien de leur travail ensemble. Là, à la table de la médiation, il a reconnu qu'il s'était investi et qu'il était un commercial hors pair. Ils ont reconnu tous les deux. Alors, le jeune a reconnu aussi qu'il avait eu évidemment une chance très appréciable de travailler dans ces conditions. Et ils ont surtout reconnu qu'ils avaient intérêt à continuer à travailler ensemble, à développer le nouveau produit, peut-être à faire une autre société. Donc des solutions qui ne sont pas inimaginables dans le cadre d'un contentieux, parce que le magistrat, il va juger en fonction de l'assignation qui lui est confiée. Il n'a pas le droit de sortir du cadre du litige. Alors que là, il y a une nouvelle société qui allait être constituée sur d'autres produits. Le jeune allait avoir plus de responsabilités. Ils ont même au passage organisé la transmission progressive des actions, donc le côté succession avec le départ à terme de ce monsieur propriétaire de la société était organisé. Donc ils ont réglé tous leurs problèmes et c'est quelque chose effectivement extraordinaire parce qu'on sent les deux parties réconciliées, prêtes à construire, à démarrer une nouvelle vie d'associés ensemble. Et elles sont effectivement tellement satisfaites qu'on a vraiment l'impression en tant que médiateur d'avoir participé à une solution d'apaisement qui est, je le répète, transposable dans tous les domaines du droit. Je pense pas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers cet exemple, vous voyez que l'accord sur le désaccord ne portait pas sur l'objet de l'assignation. Le vrai objet du désaccord, c'était le manque de reconnaissance réciproque de ce qui avait été fait. Deuxième étape, ils se parlent, donc ils arrivent à identifier ce qu'ils ont envie de faire. Et 3, c'est l'inventivité, donc en sortant de la solution judiciaire qui aurait été la sanction d'un comportement, est-ce que la clause s'appliquait ou pas, mais longtemps après. Alors moi je voulais juste vous dire que jeudi après-midi j'ai plaidé une affaire et c'était la première fois que je plaidais après avoir repris mes fonctions. Et en fait je suis allée plaider parce que c'était un litige entre deux sociétés. Et c'était une grande société contre une petite société, pot de fer contre pot de terre. Et ce que je voulais dire au juge, c'est que derrière cette histoire de société, il y avait une histoire d'homme. Et il y avait l'histoire d'un homme qui avait lancé sa propre société en 2002, qui pendant 5 ans démarre magnifiquement là-dessus, qui tout à coup voit la société partenaire avec laquelle il travaillait rachetée par une société qui est omniprésente sur le marché et qui n'a eu qu'une obsession, c'est de l'éradiquer du marché pour conserver sa place, et que certes, on avait gagné en première instance, certes, je suis confiante dans la décision qui va être rendue, mais qu'au final, le client perdait. Il avait perdu 7 ans de procédure, 7 ans pendant laquelle il avait fallu que tous les jours, il fasse en sorte que des collaborateurs ne partent pas. Il avait une société de 20 personnes au départ, il n'y avait plus que 6 personnes dans cette société, aujourd'hui en 2014, qu'il avait un chiffre d'affaires qui avait été divisé par 6. Donc oui, il va gagner sa procédure, mais à quel prix? Qu'est-ce qui reste au final? Alors, est-ce que la médiation aurait pu régler les choses il faut savoir que lorsque les personnes acceptent, alors c'est la première, c'est même la question, la condition préalable, c'est que des personnes intelligentes et qui ne cherchent pas à se servir, attention, du judiciaire pour tuer, parce que le judiciaire peut servir à tuer, mais des personnes intelligentes qui arrivent autour d'une table, même si elles sont en complet désaccord, c'est cette toute première étape qui est oui, je vais regarder. Je vais regarder si quelque chose est possible, si on va pouvoir construire l'avenir.
Voilà. Le juge aujourd'hui ne peut pas demander. Si, alors le juge maintenant, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que l'un de mes combats a été de faire en sorte que le juge le demande le plus tôt possible. Vous avez ce qu'on appelle la médiation conventionnelle, c'est-à-dire les parties se mettent d'accord tout de suite pour une médiation avant même d'aller devant la justice, et puis vous avez la médiation judiciaire qui est suggérée dans le cadre de la procédure. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me souviendrai toujours de cette audience devant la cour d'appel. Donc on avait déjà quelque chose comme 10 ans de procédure derrière nous, avec une expertise, une contre-expertise, des enjeux faramineux, on avait des 3 mètres de haut de dossier. On est arrivé pour plaider devant la cour d'appel, ce qui était la dernière audience, c'est-à-dire qu'on donne notre dossier, il y a une décision, c'est terminé, sauf si une partie veut absolument aller devant, a la possibilité d'aller devant la cour de cassation, c'est-à-dire normalement tout se termine. L'affaire était compliquée, vous l'avez deviné, et tout à coup à la fin, après avoir plaidé, où vraiment vous avez les clients qui sont complètement tendus, les avocats essoufflés, etc., le juge qui dit « Est-ce que vous avez pensé à la médiation ?» et là, je crois que j'ai eu envie de l'assassiner. Mais la belle histoire, c'est qu'on est quand même arrivé à une solution. Mais vous voyez, tellement tard. Tellement tard. D'énergie. Voilà. Mais aujourd'hui, les juges ont la réflexe. Oui. Une question pratique, c'est comment est-ce qu'un médiateur est nommé, et du coup, est-ce que vous pourriez illustrer avec l'exemple de comment est-ce que ce dossier est arrivé sur votre bureau? Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que, si on a besoin de faire appel à un médiateur, à qui est-ce qu'il faut s'adresser? Ça, c'est la partie compliquée. Alors, la première partie qui n'est pas trop compliquée, effectivement. Le dossier est arrivé sur mon bureau parce qu'effectivement, l'avocat qui exerçait convenablement sa profession d'avocat a proposé au rang des différents outils qu'il avait à sa disposition, donc a proposé à son client, ce monsieur fou furieux qui est rentré comme une bombe dans le bureau de son avocat pour qu'il y ait une assignation qui soit faite le temps d'une nuit et qu'elle soit délivrée le lendemain matin. L'avocat en question est arrivé à le convaincre de l'intérêt d'essayer d'aller en médiation. Donc c'était avant qu'on soit au judiciaire, avant les tribunaux, donc c'était une médiation conventionnelle. Donc vous avez raison de poser cette question, parce qu'en fait, c'est pas si simple. Une fois que vous avez convaincu le client que c'était peut-être intelligent d'aller en médiation, il va falloir convaincre l'autre partie. Parce que vous n'irez en médiation que si l'autre partie est d'accord. Alors l'autre partie, ça veut dire l'autre partie, ça veut dire aussi son avocat. Donc il veut dire que l'avocat qui était convaincu et qui est arrivé à convaincre son client d'aller en médiation, il a dû convaincre l'autre avocat d'aller en médiation. Et c'est pour ça qu'on est très optimiste du développement de cette école de la médiation, parce que plus les avocats seront familiarisés à la médiation, plus ils répondront favorablement à l'intérêt d'aller en médiation. Donc voilà, les deux parties se sont mis d'accord et ont décidé de saisir un centre de médiation, donc sur la place de Paris, mais en province également, il y a plusieurs centres de médiation de qualité, parce qu'il faut que ce soit des centres de médiation qui donnent des formations de 60 heures minimum. Il y a de la formation continue tous les ans quand on est médiateur agréé, tous les ans on repasse des épreuves pour... C'est quelque chose qui évolue, il faut s'entraîner sans arrêt, on ne s'improvise pas médiateur, c'est très compliqué d'y arriver. Et c'est le centre qui t'a désigné? Et c'est le centre en question, en l'occurrence le CMAP, qui a désigné un de ses médiateurs agréés. Voilà comment ça s'est passé. Alors sur la deuxième question, elle est compliquée. C'est pour ça, moi, que j'ai souhaité agir au niveau du barreau de Paris, parce que je considère qu'il y a trop d'associations, il y a trop de centres agréés, que ce n'est pas lisible. Donc l'idée était à la fois de labelliser une liste, mais c'est toujours en stand-by au ministère de la Justice. Et la deuxième, ça a été de créer cette école du barreau, cette école de la médiation du barreau de Paris, avec pour les avocats, en tous les cas du barreau de Paris, qui s'intéressent à la médiation, de bénéficier de 5
56 heures de formation de tronc commun, quel que soit, je dirais, l'organisme formateur. Donc, ils sont par exemple agréés auprès du CMAP ou d'un autre organisme. Vous en avez pléthore, vous en avez plus d'une centaine, c'est vous dire. Et l'idée, c'est, nous avons identifié celles dont nous considérons que la formation est de qualité. Ces 56 heures sont automatiquement validées et ensuite on rajoute 60 heures, voilà, au niveau du barreau de Paris pour mettre à niveau et justement créer ce label. La deuxième chose qui a été faite, ça a été de convaincre le Conseil national des barreaux de créer le statut de spécialité. Mais bon, il faut toujours un peu de temps pour que les choses se mettent en route. Mais ça a été voté sous mon bâtonnat. Donc voilà, ce sont des éléments pour faciliter. Mais je conçois que ce soit extrêmement difficile aujourd'hui d'identifier un médiateur. Donc c'est beaucoup le bouche à oreille. Et c'est... voilà. Mais il faut s'assurer qu'il y ait une bonne formation et une formation continue. Sinon, vous avez des médiateurs ça ne s'improvise pas. Qui ne sont pas médiateurs. Par exemple, sur le site de l'école, il y a une liste de... Non, parce que on n'est pas autorisé à faire une liste. En revanche, vous avez la liste des premiers qui va être publiée ou qui est accessible ou pas? La liste des premiers. Oui, sur le site de l'école, il y a. Ah bon, alors il je y a. répondre. Non. En fait. J'ai raison ou c'est pas raison? Tu as faux et voilà, elle est c'est un vrai médiateur. Tu as raison et tort. Tous les deux raisons. Donc il y a le nom de centre de formation qui dispense les 55 premières heures que nous souhaitons au barreau de Paris voir passer pour pouvoir rentrer ensuite à l'école de la médiation du barreau de Paris. Donc ça veut dire que ces écoles ont des listes de médiateurs qui sont reconnus. Mais ça vous fait faire une double recherche. Vous regardez d'abord CMAP, IEAM, enfin voilà. Puis vous pouvez avoir aussi des médiateurs suivant les spécialités. Voilà. Donc, moi, je ne me suis occupée que des avocats médiateurs, mais vous avez des médiateurs dans d'autres professions. Mais vous ne serez pas étonné que je vous dise que c'est pas mal, avocat médiateur. Est-ce qu'il y avait une profession de droit pour être médiateur? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui existe, il n'y a pas encore d'études pour devenir médiateur. Ou est-ce que tout le monde, finalement, peut, avec une petite formation d'une semaine, devenir un médiateur? Par exemple, je ne sais pas, dans une association, je ne sais pas, par exemple, de copropriétaires, vous voyez, est-ce qu'un gérant administrateur de biens... En tous les cas, c'est un bon créneau. Je vous encourage. Oui, alors la médiation, elle est ouverte. C'est pas une profession aujourd'hui, la médiation. On en fait plus ou moins. Comment? On en fait plus ou moins. Oui, mais c'est pas institutionnalisé. Il n'y a pas un diplôme professionnel. Donc il y a des centres de formation reconnus. Mais ça, c'est le bouche à oreille. On sait quels sont les bons centres de formation et on sait quels sont les pas bons. Et donc il suffit que vous vous inscriviez à cette formation, que vous soyez avocat, dentiste, ingénieur, syndic de copropriété, magistrat à la retraite ou banquier à la retraite ou architecte, etc. Il suffit que vous suiviez cette formation, que vous soyez validé, parce qu'ils font quand même des validations, ce sont des choses sérieuses, et vous pouvez ensuite être médiateur. Donc c'est ouvert à toutes les professions à condition d'avoir l'empathie. C'est le point de passage obligé. Si on ne ressent pas cette empathie, vous allez foirer l'examen parce qu'on vous fait faire des jeux de rôle en général à la fin de votre formation. On vous fait jouer le rôle du médiateur, on voit tout de suite si vous n'avez pas la tête d'un médiateur. C'est-à-dire si moi j'ai vu des médiations, vous avez des médiateurs genre juge d'instruction, vous voyez, ou commissariat de police se met à interpeller la partie. Là c'est fichu, ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut vous préciser d'ailleurs une chose que nous n'avons pas dit, c'est que la médiation est confidentielle et que le médiateur qui est présent peut
être avocat ou avoir une autre profession bien sûr, mais que tous les médiateurs sont tenus à la même règle de confidentialité et que c'est très important dès le départ de respecter certaines procédures, par exemple vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y a pas de... toutes ces questions doivent être traitées, mais je dirais que c'est presque de la cuisine qui s'applique dans tous les cas. Mais en tous les cas, une mauvaise réputation ou un échec de médiation se sait très très vite. C'est très contaminant parce qu'on est sur un terrain explosif, donc ça va très très vite. Alors il y a beaucoup de questions. Il y a mademoiselle au milieu, oui. Ou madame insistait. La médiation par rapport à une procédure judiciaire traditionnelle va permettre de faire émerger les parties cachées de l'iceberg. Et je me demandais justement, quand la médiation est proposée par le juge et qu'elle se fait déjà dans le cadre quand les parties sont déjà engagées dans une procédure judiciaire, est-ce que le médiateur est tenu par l'étendue du litige ou peut aller au-delà et résoudre le litige? On n'est jamais tenu par le litige. Et en général, la force de la médiation, c'est justement d'aller au-delà. Ça va permettre de dire tout ce qui a été dit par Michel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler du ressenti, du non-ressenti, ça va permettre d'expliquer tous les drames humains. Regardez dans l'affaire dont je vous parlais de jeudi dernier, ça permet à un médiateur de faire dire par l'une des parties que oui, la saisie dans son entreprise a eu lieu le jour où sa femme était en train d'accoucher, qu'il a vécu la naissance de sa fille dans une situation d'angoisse terrible, que 5 de ses collaborateurs ont démissionné dans les 3 jours qui ont suivi. Voilà, c'est tout ça. Ça n'intéresse pas le juge judiciaire. Dans la médiation, l'autre en face, tout à coup il entend et puis il se rend compte peut-être de ce qu'il a fait. Vous voyez, tout ça est très, très important. Donc, pour répondre à votre question très clairement, le médiateur n'est pas tenu, d'ailleurs il n'est tenu à rien, puisque ce sont les parties qui font bouger les choses, mais le médiateur sont les petites touches. Vous savez, c'est comme un tableau et puis il passe son temps à reformuler ce que les parties ont dit. Et élément très important, il peut avoir des apartés. C'est-à-dire qu'à certains moments, lorsque la situation se crispe, parce qu'il y a encore une fois des respirations, il peut dire, bon, je vais vous voir séparément. Et il peut donner des idées, il peut suggérer, et il peut aller bien au-delà des termes du judiciaire. Tu veux rajouter quelque chose? Non ? J'aimerais juste rajouter que sur les règles de la médiation, la confidentialité, effectivement, dans le cadre d'une médiation judiciaire a toute son importance, parce que si jamais elle n'aboutissait pas, cette médiation, le juge qui reprendrait le dossier en cours, pendant le temps de la médiation, tous les délais auront été suspendus, donc on ne perd aucun de ses avantages de droit. Et quand la procédure reprend, le juge n'est absolument pas informé de ce qui s'est passé pendant la médiation. Il ne connaît même pas l'imputabilité de la non-réussite de la médiation. Donc les parties sont très libres d'aller en médiation, de sortir de la médiation. Elles n'arriveront pas à un accord de médiation si elles ne construisent pas elles-mêmes leur accord. Le médiateur ne va pas les forcer à avoir un accord, ne va pas leur conseiller tel ou tel accord. Il ne juge pas, il ne tranche pas, il ne donne pas d'avis, le médiateur. Ce sont les parties qui se réapproprient leur sujet et qui construisent leur accord avec l'aide efficace mais discrète du médiateur. Oui. À propos de la médiation judiciaire, je pensais aux grosses conciliations pour les prud'hommes. Est-ce que vous savez s'ils sont formés à la médiation? Je pense que c'est leur rôle. Les prud'hommes. C'est toujours pas autorisé. Est-ce qu'ils sont formés à la médiation? Et vous, est-ce que vous avez été devant les prud'hommes, est-ce que vous avez constaté qu'ils avaient vraiment le souci et la technique pour le litige n'aille pas en droit? Ah oui, alors moi j'ai eu une discussion surréaliste avec les 2 présidents, puisque vous savez qu'il y a toujours 2 présidents au Conseil des prud'hommes, un employeur, employé. Et quand j'ai parlé de médiation, j'ai senti que je mettais une bombe au prud'homme. Donc j'ai compris que la médiation n'est toujours pas possible aujourd'hui devant la juridiction prud'homale. En revanche, elle est possible devant la cour d'appel, c'est-à-dire en deuxième niveau de juridiction.
Donc ça c'est juste pour vous dire que la médiation, il faut encore un petit peu de temps avant qu'elle soit acceptée. Et j'ai compris que l'explication qui est donnée, c'est qu'on considère que l'employé pourrait être en situation de dépendance dans une relation de médiation. Moi je pense que non, mais bon, c'est le point de vue. Et on n'a pas eu une médiation tous les deux, donc on reste chacun sur nos positions. Mais le résultat concret, c'est qu'il n'y a pas de médiation devant le Conseil des prud'hommes. Vous parliez de la conciliation. La conciliation, alors justement, c'est la vraie raison. Alors ça participe de la raison, c'est-à-dire qu'effectivement ils m'ont dit, de toute façon vous voyez bien qu'il y a une réunion de conciliation. Alors je ne sais pas si vous avez vécu déjà des réunions de conciliation. Oui, vous m'avez l'air d'être au point sur le sujet. Donc vous arrivez, vous avez un greffier, vous avez un conseiller prud'homal qui dit vous vous conciliez. En général, les deux disent non. Et on dit donc rendez-vous dans 2 ans. Pas de la médiation, en clair. Donc ça n'a rien à voir avec la médiation et c'est exactement l'exemple qu'il faudrait éviter. Pardon ? Excusez-moi, je vous entends pas. C'est le rôle du bureau de conciliation de faire que le litige n'arrive pas en bureau de jugement. Mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas fait les 56 heures de formation de base. Et au niveau des pays européens, c'est quelque chose qui est plus avancé dans les pays anglo-saxons Alors, c'est très très avancé au Canada. Le Canada est complètement moteur sur ce sujet et a très bien développé tous les modes alternatifs ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges. Donc ça marche extraordinairement bien. Ça marche bien aussi dans les pays du Nord, Suède, je crois. Peut-être que tu as plus de renseignements. Ça marche pas bien du tout dans les pays latins. Alors plus vous allez vers le sud, plus ils sont Et en excités. Orient, ça marche pas du tout. Et alors en Orient, ils sont très intéressés en pays d'Orient. Allez. On se met d'accord. On se met d'accord. Ils sont quand même beaucoup dans le mode top là, on se met d'accord, etc. Mais globalement, dans le sud, c'est la guerre. Dans le nord, ils sont plus ouverts. Et en Chine, parce que c'est une honte un petit peu d'aller devant les tribunaux en Chine. Et si on y va, ça veut dire qu'on n'est pas doué en affaires, sans genre. Du coup, est-ce que vous avez des éléments de réponse? C'est une information ou une question C'est une question, justement. C'est une question. Est-ce que eux sont Tu sais comment ça se passe en Chine? très forts en négociation? Du coup, comment on peut comparer ça à la médiation? Alors, moi, sur la première partie, sur ce que vous déclarez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une honte d'aller devant les juridictions et ils négocient beaucoup entre eux. Et ils se mettent justement maintenant à la médiation parce qu'il y a des formations, on demande des formations de médiation en Chine. Donc, c'est quelque chose dont ils s'emparent, ce processus. Et la médiation va se développer vraisemblablement également en Chine parce qu'ils doivent se rendre compte qu'il y a certains cas où la négociation en tête-à-tête ne permet peut-être pas d'aller aussi loin qu'avec l'intervention d'un tiers. Mais ça se développe en Chine, ça se développe dans les pays, je sais qu'au Vietnam, ça, je pense que oui, au Vietnam, à Singapour, tous ces pays sont extrêmement ouverts. Tout ce qui est anglo-saxon, de toute façon, ils sont très ouverts à la médiation. Mais c'est différent de chez nous parce que c'est beaucoup plus cher. Ça s'est toujours énormément développé, mais ça c'est le problème de l'accès à la justice dans ces pays où la justice c'est très cher. Donc déjà, les contentieux en eux-mêmes sont très chers, mais donc la médiation c'est moins cher, mais c'est encore très cher. Mais on y recourt effectivement énormément. Justement, pour rebondir sur le fait que ça soit peu cher, mais que ça reste encore cher, c'est-à-dire justement comme c'est pas réglementé, comment faites-vous pour être rémunéré en tant que médiateur? Alors au CMAP, il y a un tarif horaire
qui est fonction de... On parle d'entreprise, hein, là. Donc il y a un tarif horaire qui est arrêté, qui varie en fonction du montant du litige. Et donc tout ça est très, très réglementé. Il faut savoir qu'une bonne médiation va vite, va relativement vite. Donc c'est dans ce sens-là que on dit que la médiation a un coût quand même très réduit par rapport à la justice judiciaire. Pour rebondir sur cette question, les parties doivent se mettre d'accord sur qui va payer le médiateur ou les... Dans la médiation, ce qui est bien, c'est que les deux payent. 50-50, enfin... Ouais. Alors, sauf s'il peut faire partie de l'accord de médiation, ça je l'ai vu, qu'une partie demande, je ne signe l'accord que si vous prenez en charge les... Bon, ça c'est leur cuisine entre eux, ça peut... Bon. Ouais. Sauf quand il y a vraiment rapport de force entre une très grande entreprise, un salarié. Oui, mais j'ai déjà vu certains médiateurs faire en sorte justement que dans ce type de situation ça s'inverse et qu'on dit bon mais maintenant qu'on est arrivé à un accord vous remboursez à l'autre ce que vous avez avancé voilà de manière liberté à revenir complète. À une mais justement il y a ce côté un peu déstructuré qui permet qui ouvre beaucoup de portes. Quels sont les liens et les différences entre la médiation et l'arbitrage? Ah, ça n'a rien à voir. Alors, mais rien du tout. La médiation, encore une fois, ça a cette dimension psychologique, cette dimension humaine que vous remettez dans le dispositif. En matière d'arbitrage, vous remplacez le juge par un arbitre. Mais l'arbitre va être lié de la même manière que l'est le juge. L'arbitre ne peut pas aller au-delà des demandes. Donc l'avantage de l'arbitre, c'est soit que les parties veulent absolument avoir un juge, entre guillemets, qu'ils ont choisi, donc premier avantage, soit à raison de sa notoriété, soit de son expertise, soit de la spécialité, soit de la confidentialité, parce qu'ils veulent une confidentialité absolue. Mais vous allez avoir, il y a des règles d'arbitrage et vous ne pouvez pas aller au-delà. Moi, j'ai eu l'occasion d'être arbitre et je sais qu'à mon grand désespoir, j'étais obligée de donner raison à l'une des parties par rapport à l'autre parce que l'autre partie ne donnait pas les bons arguments, les bons éléments. Donc on est comme le juge, lié par la situation. On ne peut pas juger en équité, ce qu'on appelle l'équité. On ne peut que trancher sur la base des éléments qui nous sont donnés. Et donc l'arbitre tranche, alors que le médiateur ne tranche pas, puisque le médiateur facilite l'accord, aide les parties à trouver un accord. Alors que l'arbitre, il est comme le juge, il tranche. C'est ça la différence. J'avais une autre question, c'est en quoi les avocats ont des compétences particulières comme... On espérait vous avoir convaincu, là. Vous êtes très désagréable. En quoi eh bien, justement, je pense que l'avocat est à même de maîtriser ces différentes vérités, ne serait-ce que parce qu'il peut être dans différentes situations. Je reviens au début de mon propos. On peut parfois plaider une chose et pas tout à fait la même chose dans un autre dossier. Donc il y a cette ouverture sur ces vérités qui s'affrontent. Il y a la connaissance du droit qui est importante et il y a cette dimension humaine que par rapport par exemple à un juge, le juge n'est pas confronté à la relation qu'on a avec notre client. Le client, il vient vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est à vous vous apprenez à utiliser les éléments d'une histoire pour traduire une vérité. Le juge, lui, il reçoit la vérité que vous décidez de lui donner. Donc déjà par rapport au juge, et je pense que ce qui légitime un avocat, je ne veux pas écarter tous les autres, mais quand même, c'est de dire quand même qu'il y a ces règles de droit, il y a la conscience aussi de ce que sont les notions de confidentialité. Moi, souvent, dans des dossiers qui opposaient, par exemple, des sociétés de technologie,
quand les personnes vous parlent de, je sais pas moi, d'open data, si vous maîtrisez pas les concepts juridiques qui vont avec et la matière, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas de quoi vous parlez. Alors vous pouvez prendre un expert en informatique ou quelqu'un qui connaît la spécialité, mais il ne connaîtra pas nécessairement la règle de droit. Vous voyez ? C'est ça. Mais vous avez des médiateurs qui ne sont pas avocats, je vous rassure. Donc finalement, le médiateur sera aussi un petit peu spécialisé comme l'avocat, parce que les avocats à Paris, beaucoup sont spécialisés, même dans les juristes, etc. Oui et non. C'est-à-dire que vous avez... on dit souvent que le médiateur ne doit pas être spécialisé pour mieux... pour avoir cette ouverture, pour cette écoute, parce que la qualité du médiateur, c'est de rebondir sur les suggestions et les propositions. Mais moi, je vous livre mon expérience. J'ai trouvé que quand il y a de la spécialité, vous pouvez être force de proposition, mais ça n'a d'intérêt que dans des affaires très spécialisées. Voilà. Mais vous pouvez vous-même vous leur dites, mais est-ce que vous avez pensé à... Voilà. Et ça permet de dénouer les situations. Oui, alors... Oui, je vais être jaloux, hein, parce que moi j'avais des questions, pas une question. Et puis vous, là, vas-y. Ça, au monde de l'entreprise, des conflits qu'on peut avoir entre salariés ou avec son N+1 ou tout ça, je pense que la médiation pourrait être super intéressante et pourrait aider à résoudre les problèmes. Énormément. Mais c'est pas généralisé aujourd'hui. Je ne savais pas, les gens, les RH par exemple, sont formés à ça, ou des gens qui sont un peu ça se développe énormément en entreprise dans les services RH, comme vous le dites. Et alors ils ont tous... ils essaient tous dans les services RH de faire eux-mêmes un peu de médiation. Maintenant, il est très rare qu'on passe directement à un licenciement. On essaie de renouer un dialogue. Mais très souvent, on se rend compte qu'il faut qu'un tiers externe à l'entreprise intervienne. Moi, je viens d'être désignée dans un dossier dans lequel il y avait des problèmes de harcèlement sexuel et moral, donc quelque chose de lourd. Des attestations de salariés qui sont arrivées sur le bureau de l'actionnaire principal, dans une petite filiale d'un grand groupe. Et l'actionnaire s'est tout de suite rendu compte de l'importance des mesures qui doivent être prises, parce qu'on sait qu'en matière de sécurité des salariés, l'employeur a une obligation de résultat. Il est obligé, il a une obligation de sécurité pour ses salariés. Donc si un salarié est harcelé et que l'employeur ne fait rien, l'employeur est condamné au pénal. Ça, la HALD peut être saisie. Le défenseur des droits. Enfin, on ne plaisante vraiment pas avec ces histoires. Donc, la médiation externe intervient de plus en plus de façon conventionnelle, en dehors de toute procédure judiciaire. On fait intervenir des personnes. Et là, je rebondis sur la question de monsieur. On demande souvent que ce soit un avocat, parce que les parties sont rassurées du fait que l'avocat connaît la déontologie, la confidentialité, etc., connaît les problèmes de droit liés au harcèlement, etc., et peuvent être également parfois du côté de l'employeur et comprendre parce que c'est très difficile un harcèlement, par exemple, de bien caractériser un harcèlement. Où il y a la frontière entre, je parle du harcèlement sexuel, entre le jeu de séduction qui peut s'instaurer entre un employé et un salarié, et le vrai harcèlement sexuel qui fait que le salarié n'ose même pas résister et est intimidé, etc. Le harcèlement moral tous les jours, c'est très progressif. Ça commence par on est très copains au sein d'un service, du jour au lendemain on dit plus bonjour, après on exclut la personne, on va plus boire un café ensemble, l'étape d'après c'est deux clans qui se constituent, ça, on voit toujours ça dans les cas de harcèlement. Donc il y a le clan pour celui qui est harcelé, le clan pour celui qui harcèle. Donc ce sont vraiment des situations, mais vraiment
complètement adapté à l'intervention d'un médiateur et on évite en général très bien le conflit. C'est vrai aussi pour les signes religieux. L'affaire Babilou elle aurait été réglée par une médiation au lieu d'avoir aujourd'hui une crèche fermée et un salarié au chômage. La crèche elle fonctionnerait peut-être toujours avec la salariée. Enfin, c'est tout le côté imaginatif et de paix sociale de la médiation, bien adapté à l'entreprise. Bien, un grand merci.